Aujourd'hui, nous allons réaliser une expérience très intéressante. Nous commençons la série par un petit teaser. Mais d'abord, un peu d'histoire pour que tout soit clair. Le 22 janvier 2026, à Washington, au Capitole, s'est tenue la conférence internationale interreligieuse « L'unité dans la liberté », l'époque des diplomates spirituels. Sur la plateforme Allatra, sous la direction du pasteur Mark Burns, se sont réunis des représentants de divers mouvements religieux. La question centrale des discussions était la véritable liberté de religion. Et cela a fait de l'événement un moment véritablement marquant pour toute la communauté mondiale. Quelques jours plus tard, sur sa page Facebook, l'anticultiste américain Steven Hassan a déclaré qu'Allatra, en fait, représentait une menace pour la liberté de religion. En lisant cela, on peut vraiment rester stupéfait, complètement déconcerté. Comment peut-on tout retourner à ce point ? Dénaturer le sens à ce point. Mais quand on sait qui parle, l'étonnement laisse place à une compréhension sereine. Déformer complètement l'essence d'un événement est une pratique typique des anticultistes. Cependant, la raison de cette série était en réalité tout autre, un déclencheur. Quelques jours avant la conférence elle-même, justement, Steven Hassan a présenté au public un texte qui devait être une nouvelle dénonciation du mouvement Allatra. Quelqu'un était manifestement sur les nerfs la veille, comme d'habitude, n'est-ce pas ? En fin de compte, au lieu d'un véritable dévoilement, malgré tous ses efforts, il en est ressorti une brillante parodie de toute l'industrie de la lutte contre les sectes, un mélange de rumeurs et de désinformation. Je pense que Hassan lui-même a compris toute la futilité de ses efforts pour créer l'image d'un nouvel ennemi. Sur fond de la grandiose rencontre des diplomates spirituels, sa petite note grincheuse paraît misérable, comme une tentative de déplacer une montagne. De plus, lors de cette même rencontre, les diplomates spirituels ont clairement laissé entendre que des gens comme Hassan allaient bientôt être rappelés à l'ordre. Et, apparemment, n'étant pas stupide, Hassan a prudemment rentré la queue. Quelques jours plus tard à peine, il a rédigé cet article. Accessible uniquement à un cercle restreint de lecteurs. Il a donc couvert ses arrières, pour ainsi dire. Mais nous gardons toujours ce genre de choses. Ce sont des preuves. Au début, je voulais simplement analyser le Evgori analytique dans un format de fact-checking, le démonter, pour ainsi dire, dans mon style habituel. Mais ensuite, une idée bien plus intéressante m'est venue, soumettre ce texte au jugement des réseaux neuronaux. Neurones. Laissons une intelligence artificielle impartiale l'évaluer pour le sujet. Manipulation. Cette approche semble plus objective, vous en conviendrez. Après tout, je suis une personne qui s'intéresse à éradiquer le sectarisme du chemin humain. Mais il y a une autre idée ici. Hassan adore se vanter de ses déclarations sur les méthodes de tromperie. À chaque fois que l'on tombe sur ses écrits, il ne cesse de révéler, d'exposer, de dénoncer. Cela met en lumière les desseins sournois de quelqu'un, le plus souvent, bien sûr, ceux des cultes et des sectes. Après tout, c'est un anti-sectaire. D'ailleurs, il a même qualifié le président américain Donald Trump de leader d'un dangereux culte destructeur. Il a écrit un livre intitulé « Le culte de Trump ». D'après sa logique, cela voudrait dire qu'on peut qualifier plus de la moitié de la population américaine de sectaire, non ? Il ne manque pas d'ambition. C'est carrément du niveau de Dworkin. Il a visé haut, c'est sûr. Pour ceux qui ne le savent pas, Hassan connaît Dworkin depuis les années 90. Le reconditionnement des anciens membres de sectes. Avec quelle organisation collaborez-vous principalement ? Elle s'appelle en abrégé CAN, c'est le Cult Awareness Network. C'est un réseau de sensibilisation au culte. Et qu'en est-il de son passé sombre ? Je ne voudrais pas vraiment les juger. Mais tout de même, ce n'est pas une méthode. C'est une méthode très... Les deux associations entretiennent une collaboration active avec les anticultes des États-Unis. L'antisecte américain Steven Hassan a assisté à des conférences organisées par la FECRIS. Hassan a également été conférencier invité dans l'un des clubs éducatifs de Russie, où l'antisecte Alexandre Dworkin est un intervenant régulier. De plus, Hassan s'est rendu à plusieurs reprises en Russie pour donner des conférences à l'invitation d'antisectes russes.
Dworkin a publié un livre intitulé « 10 questions à un inconnu insistant ». Le contenu de ce livre copiait entièrement l'un des chapitres du livre de Hassan. De plus, Dworkin recommande activement la lecture des livres de Hassan et leur rhétorique concernant le danger des sectes est identique, ils se répètent littéralement l'un l'autre. Une telle synchronisation des récits témoigne d'un échange régulier d'informations et de travaux, c'est-à-dire d'un lien direct et étroit entre Hassan et Dworkin. En examinant de plus près, on peut voir l'influence du centre idéologique de l'anticultisme sur les processus aux États-Unis, tant sociaux que politiques. Ce qui sera expliqué plus en détail par la suite. Le documentaire « Pour l'impact de l'influence » inclut des extraits décrivant des méthodes violentes de déprogrammation. Hassan déjà dans les années 90. Enlevait des gens et les torturait, prétendument pour sortir une personne d'une secte dangereuse. Mais en réalité, que faisait-il? Il lavait le cerveau à l'aide de la violence. Encore un cinglé. En lisant ces publications, beaucoup pourraient avoir l'impression que le docteur en philosophie, et il est effectivement docteur en philosophie, oui, que Steven Hassan se promène avec tout un arsenal de scalpels pour disséquer les manipulations des autres. Et aujourd'hui, nous allons l'examiner. Nous allons l'examiner pour détecter la présence de ces mêmes manipulations à l'aide du critique le plus objectif, l'intelligence artificielle. Nous avons devant nous un exemple concret, un article sur Allatra publié sur son propre site. Que celui qui enseigne aux autres à démasquer les manipulations voit à quoi ressemblent ses propres arguments aux yeux d'un algorithme impartial. C'est, à mon avis, la forme suprême de vérification, la forme la plus élevée d'objectivité, ou, pour le dire plus simplement, un test de sincérité. Ensuite, je vais vous raconter comment cela s'est passé, l'histoire de l'expérience. D'abord, j'ai écrit le prompt le plus banal. Va sur la page du site et évalue le texte pour détecter la présence de manipulation. Et j'ai donné le lien. C'est tout. Vous voyez le premier résultat à l'écran. Il a même fourni un tableau récapitulatif des méthodes de manipulation et de désinformation. Qu'avons-nous là? Se lier à l'ennemi. Fenêtre d'Overton. Préchargement, programmation réactive, explication des motifs, argumentation bancale, projection, désorientation, recours à l'autorité et sape de celle-ci, diabolisation, déshumanisation, utilisation d'étiquettes à forte charge émotionnelle, création de fausses dichotomies. Eh bien, je vais citer les conclusions et l'évaluation générale. Ce texte n'est pas seulement une étude critique, mais un véritable récit de propagande. Son but n'est pas d'informer, mais de former chez le lecteur une perception clairement négative et menaçante du mouvement Latra en supprimant la pensée critique et l'attention par une combinaison de faits et de manipulations. Oui, ensuite, qu'avons-nous ici? Stratégie de construction d'une image de menace multiforme, omniprésente et extrêmement dangereuse. Culte, plus désinformation, plus menace hybride, plus lobbying. Deuxièmement, la tactique classique. La tactique du salami, découpage de faits, de demi-vérités et d'insinuations qui sont présentés successivement, créant l'apparence d'une base de preuves incontestable. Troisièmement, la principale technique, empoisonner le puits. Avant même que le lecteur ne commence à évaluer les faits par lui-même, on lui dit d'avance que toute information positive provenant du groupe lui-même est un mensonge et une couverture, et que tout contact avec lui est une preuve d'infiltration. L'analyse se termine par la phrase suivante, je cite. C'est un outil efficace de discréditation conçu pour un public déjà enclin à croire à l'existence de menaces hybrides sournoises. Pas mal, me suis-je dit, mais j'ai quand même décidé de vérifier. Ensuite, j'ai utilisé GenSpark en mode e-agent que j'avais justement payé. J'ai écrit la consigne suivante. Analysez telle ou telle page afin d'y déceler les techniques de manipulation connues. Évaluez-le sur une échelle de 1 à 10, où 1 représente une objectivité totale et 10 une manipulation extrême, avec justification. Vous voyez le résultat à l'écran? Le même ensemble de techniques de manipulation. Et l'agent d'Insparka a attribué une note de 7,5 sur 10. Un degré élevé de manipulation.
Très bien, me suis-je dit. Et c'est là que m'est venue l'idée d'enregistrer une nouvelle vidéo, le 33e épisode. Oui, mais pour l'enregistrer, il fallait effectuer une vérification encore plus approfondie et une analyse plus objective. Et pour cela, j'ai essayé d'améliorer le prompt à l'aide de la même intelligence artificielle. Et je lui ai confié approximativement la tâche suivante: créer un ProMP optimal pour révéler les techniques de manipulation présentes dans le texte. Puis le ProMP final. Outre le texte de l'article lui-même, je l'ai téléchargé sur 5 réseaux neuronaux d'IA bien connus. LLM, GPT, Gémeaux, Claude, Grok et DeepSeek le chinois. Au moment de l'expérience, j'ai eu la possibilité d'utiliser des versions payantes. Le dernier DeepSeek est gratuit. J'ai ensuite documenté l'intégralité du processus afin qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que j'aurais truqué ou inventé quoi que ce soit. Après tout, il s'agit d'une expérience. Je propose maintenant que nous examinions les résultats. GPT, si vous souhaitez lire attentivement le texte, veuillez installer la vidéo, cela me fera gagner du temps. Eh bien, GPT a évalué le niveau de manipulation à 7 sur 10. Gémeaux, également noté 7 sur 10. Caillot, même résultat, 7 sur 10. Grok. Grok lui a attribué la note de 8 sur 10. Et le DeepSeek chinois, pour être précis, un fragment de Prompta, utilisez les informations du texte et fiez-vous à la logique et aux faits. S'il n'y a pas eu de manipulation, veuillez l'indiquer clairement. DeepSeek a également évalué le niveau de manipulation à 8 sur 10. Comme on peut le voir, ce sont différentes intelligences artificielles. Sans se concerter, elles se sont révélées pratiquement unanimes dans leur évaluation du caractère manipulateur du texte de l'anticultiste américain Steven Hassan. Et cela, attention, alors qu'elles n'ont pas vérifié la fiabilité des sources. Elles n'ont pas vérifié si ce que dit Steven Hassan est vrai. À votre avis, quel verdict rendrait l'intelligence artificielle de Hassan si elle apprenait que la plupart des faits ne sont que de sales rumeurs? 10 sur 10, j'en suis plus que certain. Et je n'ai pas nourri les intelligences artificielles avec la vérité parce que la tâche était différente. Il s'agissait de vérifier le texte sans parti pris, sans mon intervention, vérifier le maître de la détection des manipulations. Pour détecter la présence de ces manipulations dans son texte, rien que dans son propre texte. Voici, s'il vous plaît, le résultat. Voici Steven Hassan. Et maintenant, jetons un coup d'œil aux sources et aux liens sous l'article. Regardez, nous avons un nouveau défenseur de Yakub Yakla accusé de pédophilie en Tanzanie. Quoique, à quoi bon s'étonner, ce sont des anticultes. Et ensuite, Hassan cite 2 fois Irina Kremenovskaya d'Ukraine. 2 fois. C'est tout simplement incroyable. Quel niveau? Quel expert? Steven Hassan cite une personne qui a travaillé pendant de nombreuses années selon la méthodologie de l'organisation russe anti-secte Rassir avec Alexandre Dvorkin. Pour en savoir plus sur Kremenovskaya, regardez les épisodes 24, 26, 30 et 31 sur ma chaîne. Et ce n'est pas fini. Alors, faisons le point. J'ai lu attentivement l'article et, possédant une certaine profondeur de connaissances sur ce sujet, j'aimerais faire quelques remarques. Premièrement, l'auteur non seulement ne comprenait pas de quoi il parlait, mais il déformait délibérément les faits, parce que sa tâche était simple. Créer une image de l'ennemi, le diaboliser. Toujours la même chose, rien de nouveau. On sème les graines de la haine. Vont-elles germer? Cela dépend de nous tous. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que Hassan peut réellement savoir sur Allatra? Objectivement, assis aux États-Unis, la réponse est rien. Mais en 2025, l'année dernière, nous avons vu comment cela fonctionne. Le réseau international anti-secte, précisément à l'exemple d'Allatra, j'espère que cela entrera dans les manuels scolaires. Toujours les mêmes thèses, des répliques stupides, un véritable tapis roulant de désinformation. Ils sont comme des perroquets. D'abord le criminel ukrainien, puis les militants anti-sectes tchèques ont commencé à le répéter, puis les Italiens. C'est maintenant au tour des Américains. Arnaqueurs.
Deuxièmement, j'ai la forte impression que M. Hassan m'a entraîné dans un réseau neuronal. Égout à déchets. Ensuite, je l'ai corrigé et j'ai apposé ma signature en dessous. Voici le niveau d'expertise. Troisièmement, je vais partager une autre supposition. Quand on lit, on a l'intuition que ce n'est pas lui qui a rassemblé tout ça. Non, il a rassemblé les faits. Enfin, pas lui. Quelqu'un l'a aidé avec les faits. Et ensuite, il y a eu les réseaux neuronaux et tout ça. Il y a là des nuances très subtiles et c'est très difficile à expliquer. Et cela prend du temps. On reconnaît une écriture familière, plus que familière. Alors, quelle est l'idée ici? Encore une fois, rattacher l'organisation à la Russie. En dépit de tout bon sens, en dépit du fait que la Russie l'a expulsé, le seul pays au monde, et les bénévoles sont en prison. Les autres se sont enfuis, mais l'anticulte continue méthodiquement de répéter la même chose. Et voici cette citation. Écoutez, la Russie aurait-elle pu intentionnellement interdire une organisation qu'elle contrôle à des fins de couverture stratégique? Putain, comment on appelle ça? Absurde? Non, c'est précisément pour cela que tout a été fait. C'est cette même odeur cadavérique qui se répand dans le réseau antisecte à travers la conscience des soi-disant adeptes antisectaires. D'abord l'Ukraine avec Kremenovskaya, puis la Tchéquie, l'église Siaklan, ensuite l'Italie, Carvalho et Baba Yaga, Garba Genelli. Et maintenant, voilà les États-Unis avec Steven Hassan. Voilà comment ils procèdent. Pour plus de clarté, je dessinerai une carte un peu plus tard. Et j'ai une question à la suite. Pourquoi sont-ils autant intéressés par cela? Pourquoi répètent-ils cela de façon aussi méthodique? Qu'est-ce qui les motive à parler ainsi? Qu'est-ce qui les motive à diffuser précisément ce récit? Après tout, rien ne se fait sans raison, vous en conviendrez. Si l'on creuse à la racine, cette idée a été lancée par ceux qui ont commandité la machination Alatra en Ukraine à l'automne 2023 lors des descentes de police. J'y reviendrai forcément, mais de manière plus argumentée et détaillée. Le moment viendra. Aujourd'hui, Steven Hassan nous a prouvé qu'il est lui aussi membre du réseau international anti-secte, celui-là même dont il était question dans le documentaire « Sous l'impact de l'influence ». Et enfin, se référer à Jakub Jal et Irina Kremenovskaya, c'est comme se ridiculiser soi-même aujourd'hui. Et beaucoup de gens le comprennent. Mais, pour une raison ou une autre, ce ne sont pas des types très bizarres, pour le moins. Pour de nombreuses organisations religieuses, Steven Hassan, ennemi numéro 1 et principal propagandiste de l'intolérance. Il a autrefois soutenu une thèse de doctorat sur le contrôle de l'esprit et le lavage de cerveau, alors qu'il pratiquait lui-même la déprogrammation et le lavage de cerveau. Il y a dans son texte une phrase remarquable que j'ai répétée à de nombreuses reprises dans mes épisodes précédents. Je suis arrivé à cette conclusion d'une manière tout à fait naturelle, en observant ces gens, les anticultistes. Voici cette citation. « Accuse tes critiques, précisément de ce que tu fais toi-même. Il s'avère qu'il existe une telle méthode. Hassan ne l'utilise-t-il pas ? Regardez, Alatra lutte pour la liberté de religion et Hassan l'accuse aussitôt de menacer la liberté de religion. Un autre exemple. Hassan colle des étiquettes à tout va, disant qui souffre de quoi, quelles méthodes de manipulation sont utilisées, mais lui-même écrit des textes que même les corbeaux déchireraient en lambeaux, sur les sujets même de ces manipulations. Comment cela s'appelle-t-il, dites-moi? Encore un autre Dworkin. À mon avis, il n'est pas docteur en philosophie, mais docteur en manipulation, qui a lavé le cerveau à un grand nombre de personnes. De tout ce qui a été dit plus haut, une seule conclusion s'impose. Il est temps d'arrêter de se taire. Et n'oubliez pas, les amis, on nous manipule tant que nous le permettons.